après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 27. Vers de nouvelles connaissances. Des civilisations. Nous connaissons les notions de sociétés et de culture. La notion de civilisation est plus complexe à comprendre. La civilisation se rapporte à un concept de dynamique de l'évolution. Sur notre planète, beaucoup de civilisations se sont développées et ont atteint des sommets, puis soudainement elles ont disparu. Les causes de leur disparition sont parfois explicites, parfois curieuses, parfois incompréhensibles. La valeur d'une civilisation se mesure à partir de sa dimension matérielle et de sa dimension spirituelle. Le terme de civilisation, lui-même peut prêter à diverses interprétations. La première de ces interprétations est associée à un jugement de valeur, correspondant à son niveau de raffinement. La seconde correspond à son aspect social, tel que l'art, la science, la technologie. La troisième porte sur sa définition géographique, sur son déploiement et sur son influence auprès des sociétés et des cultures qui l'entourent. L'étymologie suggère une relation de valeurs économiques et sociales. Elle devient un modèle idéal vers lequel les sociétés en présence doivent s'orienter. Aucune des civilisations recensées sur notre planète n'a échappé au processus paraissant inévitable de leur disparition, souvent soudaine. Leur effondrement serait la conséquence d'un point critique atteint. Celui de la décadence apparaît comme inéluctable. Notre civilisation, qui a atteint un sommet technologique très rapidement, pourrait parfaitement connaître le chaos, si les systèmes informatisés, par exemple, qui organisent absolument toutes les démarches, arrêtaient soudainement de fonctionner, pour une quelconque raison que ce soit. Il convient de ne pas confondre des sociétés à groupement d'intérêts économiques, avec une civilisation ayant des valeurs morales et culturelles, sociales et spirituelles. Nos sociétés hétéroclites ne représentent qu'une civilisation parcellaire, non accomplie. Les guerres menées en permanence, partout sur cette terre, ne peuvent en rien présager d'une civilisation organisée. Nous en sommes bien trop éloignés.
Les sociétés extraterrestres seraient-elles pourtant des exemples qu'il y aurait la possibilité de réalisation de civilisations à haute technologie? Représentent-elles des modèles démontrant que tous les risques liés à des technologies de haute performance permettraient de créer une civilisation planétaire? Représentent-elles des exemples ayant dépassé tous les aléas liés à de tels développements? Les précédentes civilisations établies sur notre planète seraient de type protoplanétaire. La civilisation romaine ou égyptienne, mais il y a d'autres exemples, représentent des exemples de prototypes de civilisation protoplanétaire. Un modèle d'évolution technologique pourrait aboutir vers une intelligence artificielle qui déterminerait les principaux éléments permettant la survie de la civilisation humaine. Elle déterminerait les programmes de développement internationaux par les échanges économiques globalisés, la suppression des fanatismes et de toutes les activités portant une nuisance à l'intérêt général. Si, comme c'est une certitude maintenant, certaines civilisations extraterrestres se préoccupent du sort de notre civilisation, c'est peut-être qu'elles auraient d'abord connu des niveaux critiques identiques aux nôtres, avant d'atteindre d'autres niveaux d'organisation, que nous ne soupçonnons pas encore. Les profils de ces civilisations ne nous seraient pas encore communiqués. Peut-être que certaines d'entre elles ont été confrontées à des cataclysmes majeurs auxquels elles auraient su faire face. Peut-être sont-elles parvenues à établir des fédérations, réunissant différents modèles de civilisation intergalactiques. Les modalités de ces civilisations nous seraient peut-être inconnues et elles seraient vraisemblablement très éloignées de nos préoccupations terrestres. Ces civilisations de visiteurs seraient actuellement en relation avec des groupements détachés des systèmes démocratiques, souvent appelés complexes militaro-industriels. Les prérogatives de ces complexes seraient exponentielles. Ils auraient accès à des technologies inconnues et à des niveaux scientifiques et cosmologiques insoupçonnés. Ils bénéficieraient d'infrastructures souterraines cachées, protégeant ainsi totalement leur pouvoir d'action dans des domaines inaccessibles pour les autres populations. Ce sont des sociétés parallèles devenues comparables à certains empires du passé, bénéficiant de moyens financiers occultes, considérablement supérieurs à ceux des États. Y aura-t-il un jour où viendra la divulgation de ces oligarchies suspectes? Le risque de faire croire à une maîtrise de l'espace par l'armée américaine, qui posséderait une technologie supérieure, permettant aux États-Unis de cacher la réalité extraterrestre, serait désastreux. Des groupes privés auraient vite fait de démontrer la supercherie. À moins d'imposer une dictature totalitariste, à l'échelle planétaire, et c'est ce qui semblerait s'être mis en place, les Américains ne pourront plus cacher la réalité sur la présence des extraterrestres parmi nous, pendant encore d'autres décennies. La qualité des informations, actuellement en circulation sur des systèmes d'informations extérieurs, concernant les ovnis, et la qualité des témoignages concernant de hauts responsables publics ou privés, devraient pouvoir contraindre ces organismes cachés, à faire un minimum de révélations. Il est un exemple qui pourrait leur servir de comparaison. Le brouillage des messages adressés aux Français envahis par l'occupation allemande en 1945 n'a pas empêché la défaite de l'armée allemande. Autrement dit, tous les brouillages de la réalité devraient être bientôt vains. De nombreuses sociétés forment des empires haïssables à cause de leur comportement de dissimulation et de désinformation de la réalité, et les USA figurent dans ce lot. L'incompétence ou la complicité des systèmes d'information devront, soit démontrer comment les civilisations extraterrestres auraient déjà pris contact avec l'espèce humaine, soit démontrer, pour le moins, une grande mansuétude à l'égard des populations désinformées jusqu'alors. Seule, la divulgation de la réalité permettra à l'espèce humaine de progresser vers une civilisation des autres planètes. Les entités extraterrestres seraient conscientes des difficultés de progression de l'espèce humaine. Cependant, nos rapports avec eux ne pourront pas se faire d'égal à égal. Les circonstances des contacts avec eux n'appartiennent qu'à eux. Les modalités qui accompagnent ces circonstances ne peuvent pas leur être imposées. 3 degrés de rapport peuvent être observés. Le premier ne comporte que des rapports d'observation concernant le phénomène ovni. Le second correspond à des contacts limités, souvent secrets et courtois, sans influence majeure.
Le troisième implique des contacts fréquents et une collaboration très active avec des transferts de technologie. Ce niveau d'implication peut laisser présager tous les scénarios dits de science-fiction. La civilisation humaine, lorsqu'elle sera enfin informée de la réalité des créatures peuplant d'autres planètes, devra d'abord faire abstraction de tous les enseignements qu'elle avait reçus jusque-là, dans quasiment tous les domaines de son organisation. Une adaptation progressive à une telle situation est inévitable. Il s'agira d'abord d'apprendre à comprendre cette réalité. Ensuite, il conviendra d'établir une préparation spécifique aux technologies impliquées ainsi que des formes de vie hyper-intelligentes, pour l'instant présumées. Le degré d'implication actuel permettrait de comprendre dans quelle zone de préparation l'humanité doit s'acheminer. Le maintien actuel du dénigrement et du « tout secret » n'est plus souhaitable. La nature des espèces interstellaires serait particulièrement déroutante. Leurs aspects peuvent être naturels, artificiels, issus de biotechnologies et de biomécanique résultant de combinaisons particulièrement originales et de formes d'intelligence très variées. Il conviendrait même de considérer que, par rapport à leur niveau de connaissance, l'espèce humaine ne peut pas, pour encore quelques décennies, devenir égale à ces entités. Les véhicules qu'il utilise sont tout aussi déroutants. Les contraintes, qui nous sont actuelles, représentées par la matière, l'espace et le temps, ne nous permettent pas de comprendre quelles sont leurs maîtrises de ces modalités particulières et apparemment de conception multidimensionnelle. Les modèles de valeur, des témoins d'apparition d'OVNI, sont souvent conscients d'une nécessité dans la remise en question de nos valeurs. Des études comparatives auraient permis de déterminer des similitudes de témoignages entre des personnes ayant eu des rencontres rapprochées avec des extraterrestres et des personnes ayant subi des expériences de mort imminente. Des mutations fonctionnelles importantes concerneraient leur niveau de conscience sur des préoccupations soudaines jamais affrontées auparavant. Des phénomènes d'expansion de la conscience établiraient des déroulements d'existence successives, dans les deux cas, faisant plutôt référence à la métempsychose. Cela présumerait une impérative nécessité de développement personnel étalée vers une obligation de l'élargissement des champs d'expérience. La civilisation humaine devra affronter des formes d'intelligence actuellement insoupçonnées. C'est vers une totale restructuration de la personnalité humaine que pourraient chercher à nous entraîner ces entités. Certaines des entités qui voudraient bien nous côtoyer auraient rencontré des vies organiques avec lesquelles elles auraient créé des interfaces. Cela veut dire qu'elles auraient réalisé des caractéristiques spécifiques, leur permettant des adaptations structurelles particulièrement déroutantes. Les formes qui nous côtoieraient actuellement auraient des apparences humanoïdes, insectoïdes, reptiliennes, hybrides ou encore de biotechnologie, indéfinies. Une évaluation, actuelle et très approximative, envisage la possibilité d'existence d'au moins 10 000 civilisations, uniquement dans notre galaxie, qui posséderaient un niveau technologique hautement avancé, par rapport au nôtre. Or, il apparaîtrait maintenant évident que des échanges intergalactiques se réaliseraient. Il convient donc de multiplier 10 000 par X. La principale raison, semblant motiver ces échanges, pourrait être le recueil des matériels biologiques et tout particulièrement des ADN. Une autre procédure d'étude aurait permis d'identifier des bases extradimensionnelles réunissant la coexistence de différents plans d'univers ou des transports interdimensionnels, pourrait notamment expliquer la soudaine apparition par matérialisation ou disparition par dématérialisation de certains objets volants, qui pourraient ainsi changer de plan. D'autre part, les capacités de leurs appareils sont tout particulièrement déconcertantes, dans leur prouesse de vol et des changements soudains de direction. Leur manœuvrabilité, dans l'air, dans la haute atmosphère, comme dans l'eau, leur contrôle du champ gravitationnel et du spectre électromagnétique, restent autant de questionnements. Certains d'entre eux auraient un pouvoir de contrôle émotionnel et physiologique, par télépathie, sur les humains, mais aussi une maîtrise sur le temps. Il s'avère cependant qu'aucun contact direct avec des populations n'a été envisagé par les visiteurs de l'espace. Ils sembleraient plutôt indifférents, tout en semblant toutefois vouloir aider l'espèce humaine.
Leur niveau d'évolution apparaîtrait beaucoup plus spirituel que matériel. Y aurait-il des collectivités de civilisation spatiale? Il s'agira, bien évidemment, de conduire les futurs contingents humains vers d'autres formes d'éducation et d'instruction. Il y aura, immanquablement, une énorme restructuration de la civilisation humaine qui devra s'accompagner d'un changement des valeurs de compréhension, de quiétude, de paradigme. De nouveaux modèles sociaux devront être développés à partir des modèles explicatifs s'accordant, non plus avec des croyances, mais avec des réalités. Pour qu'un nouveau paradigme soit édifié, il conviendra d'accompagner les diverses sociétés humaines à évoluer vers de nouveaux modèles de connaissances encore insoupçonnés. Les paradigmes des sectes religieuses, institutionnelles ou pas, n'auraient apparemment rien à craindre de ce passage vers d'autres niveaux de connaissances supérieures. Il leur suffirait d'une simple adaptation. Les paradigmes scientifiques et économiques devront réadapter leurs modèles organisationnels pour pouvoir survivre aux énormes changements de modèles. Les anciens modèles seront totalement devenus obsolètes. Leurs précédents modèles ne pourront pas se maintenir, notamment à cause de leurs dénégations arrogantes sur la réalité extraterrestre. Une profonde restructuration de leurs institutions sera indispensable avec une émergence de nouveaux paradigmes. C'est d'une nouvelle civilisation humaine dont il est question et de sa future singularité. La conscience devrait y occuper un plus grand espace. Selon certaines références, et cela semble évident, il y aurait plusieurs modèles de civilisation dans l'univers ou dans les univers. La spiritualité, pour ne prendre que cette référence, devrait pouvoir être rattachée à la conscience puisqu'il s'agit d'un état non matériel de tout individu. Il serait donc logique d'attribuer un très haut degré de spiritualité aux entités extérieures. Elles devraient même devenir, ces entités, des enseignants dans ce domaine autant que dans celui des technologies qu'ils utilisent. Les abductés, des extraterrestres et les états de mort imminente font souvent référence à une phase autoscopique, se rapportant à des états particuliers de séparation du corps et de la conscience. Ces deux cas, sans rapport apparent, décrivent les mêmes symptômes de nostalgie à devoir quitter le lieu du vécu expérimental, doté d'un amour incommensurable, qu'ils viendraient de rencontrer. Les visiteurs du cosmos cherchent-ils à rapprocher l'espèce humaine de ses racines cosmiques et de la conscience globale? Chercheraient-ils à nous faire admettre un plan d'une réalité immatérielle de la conscience? Une autre réalité devrait être prise en considération, c'est celle des hybridations. De nombreux témoignages se réfèrent à des expérimentations entre extraterrestres et humains à l'échelon planétaire. Un programme de modification de l'humain passerait par des enlèvements d'humains transportés dans des zones expérimentales. Un autre programme consisterait à de la procréation, in vitro, de masse. Des espèces hybrides, à ressemblance humaine, seraient chargées d'infiltrer toutes nos sociétés humaines, afin de prendre le contrôle de la civilisation terrestre, bien sûr à partir de leur technologie. Il se pourrait aussi que certains IT en charge de ces programmes n'aient aucune considération pour notre espèce. Un autre aspect d'étude, sur les conséquences des implications des extraterrestres, concerne les apparitions mariales. L'Église catholique, avec discernement et prudence, les a attribuées à des faits divins. Des études laïques, peut-être plus approfondies, émettraient un doute particulièrement bien étayé sur ces apparitions, qui seraient plus imputables à des faits d'extraterrestres. Il est plus facile de comprendre la position actuelle des églises chrétiennes vis-à-vis des phénomènes ovnis, en raison de leur interprétation religieuse des faits, par rapport aux autres religions orientales qui sembleraient admettre la réalité d'une vie intelligente partout dans l'univers. Une autre perspective, des intrusions de civilisations extérieures à notre planète, consiste en la prise en considération d'une volonté de surveillance accrue de l'espèce humaine, d'un suivi des progrès sociaux actuels, d'une communication préparatoire à la nécessité des contacts, de l'entrée de l'humanité parmi les civilisations avancées de la galaxie, par des méthodes pacifiques. Leur comportement pourrait s'avérer plus ferme si nous devions nous impliquer en conquérants indisciplinés.
Cela pourrait aussi être le cas si nous devions continuer à nous montrer suicidaires à l'égard de notre planète et d'un ordre interplanétaire. Sauf s'ils respectent le droit d'ingérence à nous autodétruire, ce qui apparaîtrait totalement contradictoire avec leur présence actuelle. Il est également possible qu'ils utilisent des méthodes plus sophistiquées, nous permettant de croire que, seule, notre action naturelle aurait permis de nous conformer à leurs souhaits. La tendance actuelle à la barbarie ne paraît toutefois pas en accord avec ce schéma. Vers leurs expansions. Le principe CHV, la notion de civilisation repose sur un concept nécessaire d'une corrélation entre son expansion horizontale et verticale, c'est la CHV. Elle n'est encore qu'une spéculation philosophique. Son implication concerne la notion même des civilisations. Elle précise qu'une expansion durable devrait pouvoir passer par des niveaux d'élévation spirituelle où la conscience serait en rapport avec les ambitions. Toutefois, en entreprendre la démonstration est particulièrement complexe. La réalisation de civilisations expansionnistes, à travers l'univers, est maintenant acquise. À condition, bien évidemment, de ne pas tomber dans le piège de l'oligarchie négationniste qui nie leur réalité. La vérité d'un Dieu, créateur de tout l'univers et de l'espèce humaine sur une seule planète, la nôtre, n'est plus admissible. L'expansion horizontale et verticale consiste à définir plusieurs types de civilisations, dans le temps et dans l'espace, et de leur hiérarchie vers des niveaux de conscience correspondants. Autrement dit, plus le niveau d'une civilisation devient conséquent, dans le temps et dans l'espace, plus il doit atteindre des niveaux supérieurs de la conscience. À l'évidence, les conflits armés qui ne cessent de se produire chez les terriens ne vont pas dans ce sens. Pour que l'espèce humaine parvienne à se propulser vers un début d'expansion horizontale, il lui faudra d'abord atteindre des niveaux spirituels qu'elle ne connaît pas. Les développements spirituels devront passer par des phases d'apprentissage, apportant une maturité qui permettra d'atteindre d'autres états de la conscience. Unir la science et la spiritualité, même s'il ne s'agit pas des dogmes religieux, ne sera pas une stratégie facile à réaliser. Les 2 tomes de L'insouciance de la conscience offrent une approche des niveaux de spiritualité pouvant et devant sans doute être préalablement atteints. À la globalisation économique qui s'établit devra suivre une globalisation énergétique, écologique, alimentaire, etc. qui mettra en place des stratégies globalisatrices pour la survie de la civilisation humaine. L'axe horizontal de la civilisation représente la matérialité de l'univers. Son axe vertical représente la réalité de sa conscience. Le premier modèle que l'espèce humaine doit d'abord atteindre est une civilisation globale, de premier type. Elle ne pourra y accéder que si elle parvient à, en premier lieu, intégrer puis harmoniser ses propres dimensions spirituelles à ses dimensions matérielles. Des édifices surprenants. Certains très grands édifices ont été réalisés à des époques où les moyens de transport et les moyens techniques, semblant avoir été utilisés, ne permettaient pas la réalisation de tels édifices. Les explications apparemment rationnelles avancées, officiellement, par rapport à ces époques, ne peuvent pas être prises en considération, parce qu'elles apparaissent totalement irrationnelles, justement, dès qu'elles sont étudiées dans le détail. La situation se complique, en plus, dès lors qu'il n'est pas autorisé à faire les investigations qui s'imposent et qui permettraient d'apporter les éclaircissements indispensables à la compréhension. Comment expliquer alors leur réalisation, puisque ces édifices sont là, alors que les technologies ayant été supposées être utilisées à ces époques ne nous sont toujours pas accessibles aujourd'hui? Cela n'a évidemment rien à voir avec les explications de certains responsables, historiens ou délégués officiels, utilisant des théories dominantes invérifiables, parce qu'irréalistes, ayant réponse à tout, dont les justifications sont tellement incohérentes, qu'ils ne peuvent y croire eux-mêmes. Certains de ces grands ouvrages, millénaires, apparaissent plus comme des langages et des démonstrations mathématiques, chargés d'enseigner des réalités de géométrie dans l'espace, de découvertes astrophysiques et astronomiques, comportant des connaissances astronomiques particulièrement pointues, plutôt que la simple réalité de leur existence. Le génie de leur conception ne peut que nous interpeller, au regard de nos prétentions d'explications totalement injustifiées,
compte tenu des éléments mathématiques qu'ils représentent et qui nous sont encore inconnus. À savoir, des nouveaux théorèmes et des axiomes mathématiques particuliers, qu'il conviendrait d'étudier. Il est, par ailleurs, primordial de remarquer qu'il y a une cohérence d'ensemble, lorsque plusieurs édifices sont localisés, d'une part, ou dispersés sur l'ensemble de la planète, d'autre part. L'enseignement scolaire a, pour principe, d'informer et de former les futurs agents et les futurs responsables de la société humaine. Il n'est pas dans les habitudes d'un enfant de vouloir mettre en doute ce qui lui est enseigné. Du reste, le pourrait-il? Notre parcours, dans la vie, nous amène à rencontrer des situations, qui, d'une part, remettent en cause nos acquis, d'autre part, déstabilisent nos convictions. Les crop circles, ou cercles de culture, selon la traduction française, nous devrions dire, des cercles dans les cultures, et plus particulièrement, dans les champs céréaliers, avant les moissons, sont l'objet d'étranges dessins hyper sophistiqués, dont l'origine, de par la complexité de leur réalisation, nous laisse particulièrement perplexes. Ces étranges motifs, toujours plus complexes les uns par rapport aux autres, n'ont pour nous aucune signification précise apparente. Sont-ils une forme de communication? Quelles en sont les origines? Sont-ils porteurs d'informations ou de tentatives d'enseignement? Seraient-ils, tout simplement, des tests de valeur sur nos capacités de compréhension? Ces dessins, géométriques, sont réalisés avec une précision déconcertante. S'agit-il d'élaboration mathématique? D'abord, simples de conception, ces dessins sont devenus de plus en plus complexes, couvrant toujours de plus grandes surfaces, au cours du temps. Leurs observations, dans leur intégralité, ne peuvent être envisagées qu'en vision aérienne. Ils sont, généralement, dessinés de nuit, mais pas toujours. Certains ont pu être observés en cours de formation, alors que la zone géographique était survolée par des disques argentés et lumineux. On ne connaît pas la provenance ni l'origine de ces disques dont il est apparu difficile de définir les volumes. La rigueur géométrique, avec laquelle ces dessins sont tracés, démontre une volonté de message. Ce que nous appelons des pictogrammes semble être en relation avec l'apparition de ces supposés objets volants. L'étude de certains de ces dessins géométriques, représentés à 2 dimensions, se serait avérée accessible en 3 dimensions, grâce à l'imagerie informatique. Certains de ces témoins, ayant pu observer ces réalisations en direct, ont vu l'apparition d'un faisceau lumineux, venu du ciel, ou encore de sphères se déplaçant dans le ciel ou au ras du sol, dessinant les figures observables. Couchant les tiges céréalières, en les tressant, sans les casser, avec une grande précision géométrique. Aucune explication, par des phénomènes d'origine naturelle, ne peut corroborer de tels événements. Toutes les tentatives d'explication, par des interventions volontaires de supercherie, sont également irrecevables. La complexité avec laquelle ces dessins sont réalisés, à partir des tiges de céréales, ressemble plus à un tissage et en aucun cas à un écrasement. Par ailleurs, les analyses chimiques réalisées sur ces zones feraient état de modifications, dues à d'intenses sources de chaleur extrêmement brèves, comparables à des micro-ondes. Plusieurs radioéléments rares à courte durée de vie, appelés isotopes, n'existant pas à l'état naturel, y auraient été relevés sur place. Plus surprenant encore, des microbilles, d'un fer très pur auraient été retrouvées à l'intérieur de ces cercles, alors qu'elles n'étaient pas présentes à l'extérieur. Il s'avère aussi que la structure énergétique des plantes en cause aurait eu une structure chimique modifiée, au niveau même de leurs parois cellulaires. Toutes les tentatives d'explication de la communauté scientifique n'ont pas permis d'élucider les mystères entourant ces phénomènes de crop circle. Les fractales, ainsi constitués, apparaîtraient toujours de plus en plus complexes. Il semble logique de dire qu'aucune compétence humaine n'est capable de réaliser ces modèles de dessin, ni de les expliquer, ni de les comprendre. Ces dessins sont réalisés sur plusieurs endroits de notre planète et aucun pays ne semble y échapper, même si les sources officielles restent profondément silencieuses à leur encontre. S'agit-il de la manifestation d'une forme d'intelligence extérieure à notre planète ?
La précision avec laquelle ces dessins sont réalisés ne permet pas d'envisager une supercherie ou une intervention technique à partir de nos satellites ni d'une origine naturelle. Certaines figures, de petite dimension, font appel à des réalisations d'une grande précision mathématique. Les figures les plus complexes semblent démontrer des symboles de géométrie dans l'espace, d'une si grande complexité, que certains ne sont, pour le moment, pas accessibles à notre niveau de compréhension. Des physiciens, à partir de quelques dessins, ont pu établir de nouvelles figures et symboles mathématiques leur permettant d'étendre leur champ de connaissances en créant de nouvelles théories et en établissant de nouvelles disciplines, dans le domaine de la physique et des mathématiques, permettant le prolongement de nos connaissances actuelles. Pourtant, certains de ces dessins, après diverses études, par diverses sources compétentes, semblent vouloir, d'abord, nous démontrer une origine d'une très grande sagesse, d'une intelligence et d'un talent qui nous sont, actuellement, indéchiffrables. Leur créativité ensuite est continuellement étonnante. S'agirait-il alors d'une tentative de communication avec les humains que nous sommes ? Ou s'agirait-il de messages destinés à d'autres visiteurs ? S'agit-il d'entités venues d'ailleurs ? Cherchent-ils à nous transmettre un savoir ? Sont-ils conscients que notre avenir est compromis ? Ou en sont-ils tout simplement convaincus ? Quelles sont les origines de tous ces hiéroglyphes et quelle est cette forme de communication ? Si l'information, ainsi transmise, ne nous est pas destinée, à qui l'est-elle ? Ou s'agirait-il, comme certains scientifiques le pensent, de nouveaux théorèmes mathématiques, vérifiés comme inconnus de nous, qui pourraient nous être transmis volontairement, pour élever notre niveau de compétence ? Il pourrait même s'agir d'une mise à niveau qui nous permettrait d'utiliser des sources d'énergie actuellement inconnues de nous, selon l'avis de certains chercheurs. Pourquoi les militaires et certains hauts responsables sont-ils si avides à chercher tous les indices concernant ces phénomènes, tout en nous cachant, par tous les moyens, leur réalité ? Ils nient, le plus souvent, les évidences et cherchent constamment à ridiculiser les témoins qui apparaissent de bonne foi. Ils s'efforcent constamment de mettre en avant les charlatans et les faussaires. Ces figures ou inscriptions, devenues de plus en plus complexes et symboliques, telles des formes de communication, sont-elles un lien avec les lieux où elles sont réalisées ? Certains scientifiques considèrent qu'il s'agirait de théorèmes mathématiques pouvant nous être utiles pour notre recherche d'énergie naturelle ne faisant appel à aucun combustible. Il pourrait ainsi s'agir d'un symbolisme universel et multidisciplinaire. Il y aurait, semble-t-il, une certaine évolution dans la teneur des messages au cours du temps. Les messages adressés sembleraient aussi présenter leurs auteurs, leur situation planétaire, au sein du cosmos et leur relation à notre égard. Ils auraient ensuite changé d'orientation en essayant de nous communiquer des idées, des lois universelles. D'une certaine façon, leurs comportements ne peuvent que nous rassurer, rien de néfaste n'apparaît dans leur tentative de nous renseigner. Leur communiqué semblerait même s'adresser aux divers courants de la pensée humaine, sans a priori, et c'est assez rassurant. Leurs conceptions et leur diversité, dans les modèles, dans les lieux et dans les surfaces, témoigneraient d'une forme, indéniablement, d'intelligence supérieure. Vers des structures secrètes. Des structures secrètes, dans divers pays, seraient en possession de systèmes de générateurs d'énergie permettant de remplacer tous les modèles polluants actuels. Ils posséderaient également des systèmes de propulsion fonctionnant par antigravité, pouvant être adaptés à nos moyens de transport en remplacement des modèles extrêmement polluants actuels. Ils seraient utilisables pour toutes les futures générations de la planète. Ces structures seraient basées sur le point zéro du champ électromagnétique ambiant pouvant produire des quantités d'énergie très largement suffisantes à toutes les populations actuelles et à venir du globe. Pour produire cette énergie, des procédés capteraient l'énergie située à l'état latent dans le vide. Toutes les ressources énergétiques fossiles que nous utilisons, y compris l'uranium, proviendraient, en réalité de ce vide énergétique. Il serait donc possible de capter des quantités inévaluables d'énergie récupérée à partir de configurations électromagnétiques spécifiques issues de notre espace-temps.
Il est donc dorénavant envisageable de pouvoir capter le champ d'énergie ambiant. Il n'y aurait alors plus aucune nécessité de conserver les infrastructures actuelles de transfert de l'électricité. Ces dispositifs de configuration pourraient être implantés partout et seraient des petits volumes. Toutefois, si ces moyens étaient immédiatement mis en œuvre, les conséquences de nos activités actuelles ne seraient supprimées que dans une vingtaine d'années, au mieux. Cela permettrait de ralentir progressivement les tensions géopolitiques actuelles et la pauvreté inhumaine, avec un espoir d'une cessation elle aussi progressive des guerres. L'humanité aurait donc beaucoup à y gagner. De l'agriculture au recyclage, des transports à la désertification, tout serait à reconsidérer. Cette transformation technologique, par ses nouvelles applications, ne permettrait pas à l'espèce humaine de passer de son ère informatique à celle d'une civilisation de premier niveau, à l'échelle globale des civilisations du cosmos. Il est facile de comprendre que les changements de technologie sont plus faciles à réaliser que les changements de mentalité. Cependant, c'est là le seul espoir de pouvoir sauver la société humaine de son effondrement quasi total dans les toutes prochaines décennies. Il convient de comprendre que toutes les difficultés de l'humanité résultent, en grande partie de l'organisation économique qui nous dirige, et pour une autre partie des impacts néfastes, peut-être involontaires, des religieux, dont la puissance devra aussi être remise en cause. La France a été le seul pays, sur cette planète, qui ait été capable d'installer la séparation de l'État d'avec les religions et d'avec les religieux en théorie. La réalité est bien différente. Un effort global sera absolument indispensable pour permettre la transition des transferts et notamment avec l'aide du revenu de vie, applicable pour tous les habitants de la Terre. Le surpeuplement actuel de certaines parties géographiques de la planète devra être régulé et réparti. La démographie galopante actuelle devra d'abord être stoppée puis rationalisée. Les modèles d'instruction ne devront plus être des systèmes d'éducation mis au profit des oligarques. Le rôle des femmes, dans les prises de décision, devra devenir l'équivalent de celui des hommes, et cela n'est pas une petite affaire. Rien ne sera facile, puisqu'il s'avérerait qu'aujourd'hui encore, plusieurs États participeraient, en accord concerté, à des attaques armées menant à la destruction des ETV. Extraterrestrial Vehicle. Cette attitude inadmissible démontre une volonté, purement oligarchique, d'empêcher la réalisation d'une autre civilisation sur cette planète. Le survol des espaces aériens des États, par ces appareils, n'a jamais démontré une quelconque hostilité. La plupart des pays considérant avoir constaté qu'aucune menace n'avait été détectée et qu'il convenait de s'en désintéresser. Cela, évidemment, c'est le discours officiel auprès des populations, la réalité est tout autre. Il est bien certain qu'à contrario, leur supériorité technologique en armement, d'après ce qu'ils ont pu en démontrer à quelques occasions, serait suffisante à éradiquer notre planète de ses occupants. Le projet « Guerre des étoiles » aurait bien été mis en œuvre pour débusquer et détruire les « gêneurs » de l'espace, mais en vain selon toute apparence. Les missiles balistiques, tirés à leur encontre, auraient tout simplement été détruits avant qu'ils ne parviennent sur leur cible, quand ils n'étaient pas directement désactivés dans leur silo. Seule une prise de conscience de l'humanité dans sa globalité permettra d'éviter une guerre avec ces visiteurs du cosmos, dont les conséquences seraient irrémédiables pour cette humanité. En fait, le plus grand danger réside dans la situation où l'ultra-secret sera maintenu. Ce secret hermétique des autorités militaires empêche toute possibilité d'évolution vers d'autres niveaux de réalité scientifique et morale. Il importe que des informations circulent sur l'état de dangerosité d'une gestion secrète des agressions à l'égard de nos visiteurs. La communauté internationale doit pouvoir évoluer vers une situation pacifique globale. La paix globale sur notre planète est possible si chacun est informé sur la réalité des entités extraterrestres, de leurs technologies et de leurs divers niveaux de moralité. Cette paix est liée aux découvertes exponentielles établies à partir de la rétro-ingénierie réalisée.
Les dispositifs étudiés démontraient des possibilités physiques inconnues ainsi que des systèmes d'énergie, dont Nikola Tesla en avait défini les grandes lignes, et qui fut pour cela évincé, aux avancées prodigieuses pour le bien-être de l'humanité dans son ensemble. Le secret qui est actuellement maintenu correspond surtout aux inquiétudes du pouvoir mondial, qui devrait rendre des comptes sur son attitude. Le public est lui, depuis longtemps convaincu de la réalité des ovnis. Les raisons qui poussent l'oligarchie à maintenir le secret correspondent au risque, non maîtrisable immédiatement, d'une rupture, dans l'ordre géopolitique et économique établi d'une part, et à la conservation de leurs moyens de contrôle et de maintien de leurs prérogatives d'autre part. Le pouvoir mondial représente les grandes entreprises multinationales qui tiennent à ce que l'ordre établi jusque-là, parce qu'il leur est parfaitement profitable, soit conservé à tout prix. Le bien-être de l'humanité n'est pas leur souci, eux vivent déjà dans un autre monde. Parce qu'ils n'ont pas voulu dire la vérité dès le début, elle devient de plus en plus difficile à révéler. La dissimulation dans l'étude des découvertes technologiques, apportées par la rétro-ingénierie des ovnis, est simplement le résultat d'une volonté de ne transmettre que les technologies parfaitement contrôlées, permettant de mieux sécuriser la puissance oligarque. Les pouvoirs subalternes, des politiques aux religieux, des économistes au système de l'information, tiennent aussi à conserver leur rôle et leurs prérogatives actuelles dans la société humaine. Peu leur importe, les dégradations de l'environnement, les disparités économiques et le chaos social. Ces personnages orgueilleux et présomptueux se valorisent en écrasant les autres. Ils se considèrent comme des disciples des dieux, ou des dieux eux-mêmes. Une vie plus digne de leurs concitoyens ne les concerne pas. Face à cette oligarchie inconséquente, ceux qui devraient être les responsables de chaque État et qui sont élus par leur population se retrouvent sans aucun pouvoir décisionnel. La puissance oligarchique secrète s'est volontairement substituée au pouvoir démocratique, par différents artifices économiques. Ces groupes oligarques inconstitutionnels ont tout simplement usurpé leur pouvoir, par des méthodes dictatoriales. Et, de par cette situation, plus aucun pays ne peut plus se targuer de posséder une démocratie. Si jamais la démocratie a pu exister quelque part, elle n'est plus admissible par les puissants groupes militaro-industriels qui ont usurpé le pouvoir. Comment de tels secrets peuvent-ils être maintenus? Tout simplement en compartimentant tous les secteurs de la recherche en rétro-ingénierie. Chaque ingénieur a l'obligation de travailler dans l'espace de recherche qui lui est réservé, sans qu'il puisse avoir connaissance de ce qui se passe à ses côtés. Un secret total sur l'objet de leur recherche leur est évidemment imposé. Tout manquement à la déontologie restrictive est irrémédiablement sanctionné, souvent de manière violente et définitive. Le maintien d'un secret total n'a pas de prix pour eux. Tous les secteurs de la recherche en rétro-ingénierie sont entièrement sous le contrôle des militaires, avec toute la partie autoritariste de la pensée unique, et qui n'a aucun compte à rendre. Nous pensons que ces activités sont d'une extrême importance, car on ne peut pas considérer que des programmes secrets, ayant coûté des centaines de milliards de dollars, sur plusieurs décennies, en recherche et développement, nommés aussi ingénierie inverse ou ingénierie induite, sur les technologies extraterrestres, n'aient pas résulté en des percées technologiques significatives. Et c'est ce que l'on voit tous les jours, des découvertes qui surgissent sous forme d'avancées en électronique, en sciences, l'apparition de nouveaux matériaux. Cependant, la découverte physique principale se rapportant au quantum du vide spatial, Quantum Vacuum Space, NDT, appelé aussi phénomène du point zéro d'énergie, comme l'antigravité, la propulsion électrogravitationnelle, a été cachée à notre société. Les programmes d'étude des technologies et formes de vie extraterrestres ont toujours cours maintenant. Ce serait quelque chose qui serait d'une grande importance pour le monde et la communauté scientifique, mais bien plus encore pour les officiels qui, nous le savons, n'ont pas été brillés et faits correctement sur ce sujet. Témoignage expliquant le secret. Brigadier général Stephen Lovequin. Army National Guard Reserves. Ce qui s'est produit, c'est qu'Eisenhower a été mis à l'écart. Il ne contrôlait plus la situation à propos des ovnis.
Dans sa dernière allocution à la nation, je pense qu'il voulait dire que le complexe militaro-industriel nous poignarderait dans le dos si nous n'étions pas totalement sur nos gardes. Je pense qu'il sentait qu'il n'avait pas été assez vigilant, qu'il avait été trop crédule. Et effectivement, Eisenhower était crédule. C'était un homme foncièrement bon. Je pense qu'il a réalisé soudainement que tout était passé sous le contrôle de corporations qui pouvaient très bien agir au détriment de son pays. Cette frustration, d'après ce dont je me souviens, est apparue sur plusieurs mois. Il réalisait peu à peu qu'il avait perdu le contrôle du sujet OVNI. Il réalisait que le phénomène, ou quoi que ce fût en face de nous, ne passait pas entre les meilleures mains. Aussi loin que je m'en souvienne, c'était l'expression qu'il utilisait, ça ne passe pas entre les meilleures mains. C'était une réelle inquiétude. Aussi cela est-il devenu un réel problème. On m'a souvent demandé ce qu'il m'arriverait, du point de vue professionnel, si je parlais de cela. Je voudrais dire que le gouvernement a travaillé à renforcer le secret par l'installation d'une peur abjecte, comme ils l'ont fait avec tout ce que contient la mémoire de l'homme moderne. Je crois réellement qu'ils s'y sont appliqués comme à un travail. Un ancien officier et moi discutions de ce qu'il pourrait advenir en cas de révélation. Il disait que nous serions alors effacés. Je lui demandais de préciser ce terme, oui, nous serons effacés, disparus. Comment le savez-vous? Je le sais, fut sa seule réponse. Ces menaces ont été mises à exécution. Elles ont débuté en 1947. L'Army Air Force obtint le contrôle absolu sur la manière de gérer cela. Ce fut la plus importante campagne de sécurité que ce pays ait subie et il y eut quelques effaçages. Je n'ai pas peur de qui vous êtes. Je n'ai peur ni de votre force ni de votre courage. Ce serait une situation très effrayante à cause de ce que disait Matt, l'ancien officier. Ils ne seront pas seulement après toi. Ils seront après ta famille. Ce furent ces mots. Et je peux seulement dire que la méthode qu'ils ont élaborée pour garder cela sous couvert si longtemps passe par la peur. Ils sont très attentifs à qui sera effacé pour l'exemple. Et je sais que cela a été fait. Merle Chan McDowell. US Navy Atlantic Command. Ces deux messieurs commencèrent à me questionner à propos de cet événement. Ils étaient très évasifs, pour être honnête avec vous. Je me souviens d'avoir levé les mains et d'avoir dit, une minute les gars. Je suis de votre côté. Juste une minute, parce qu'ils n'étaient pas vraiment agréables. Ils étaient très intimidants et agissaient de telle sorte qu'il était tout à fait évident que rien de ce qui avait été vu, entendu, ne devait sortir de ce bâtiment. Vous ne devez pas toucher un mot de cela à vos collègues. Vous devez seulement oublier tout ce que vous avez pu voir ou entendre concernant cela. Il ne s'est rien passé. Lieutenant Cole Charles Brown. US Air Force, en retraite. Cela peut sembler étrange, mais nous avons envoyé des gens en prison, nous en avons envoyé à la mort à cause de témoignages visuels qui rendaient compte de crimes. Notre système légal est pourtant basé pour une large part sur ces témoignages. Et pourtant, dans ma poursuite des phénomènes aériens inhabituels durant ces 50 dernières années, il me semble qu'il y ait eu de bonnes raisons de discréditer certains témoins tout à fait viables et de bonne réputation quand ils parlaient de quelque chose de non identifié. Je sais qu'il y a des agences de notre gouvernement qui peuvent manipuler les données, qui peuvent en créer ou en recréer comme bon leur semble. Des appareils dirigés intelligemment, ont tranquillement violé nos lois physiques sur cette planète. Et ils font cela depuis longtemps. Le fait est que le gouvernement, depuis tout ce temps, je sais que l'investigation a débuté en 1947, n'ait toujours pas apporté une réponse indique, pour moi, qu'il y a quelque chose de foncièrement mauvais. Sommes-nous si incompétents en science? Je ne le pense pas. Sommes-nous si peu pourvus d'intelligence? Je sais que ce n'est pas le cas. Maintenant, après la clôture du projet Livre bleu par le groupe du Dr Condon, j'ai toutes les raisons de croire que ce n'était qu'un lavage de cerveau délibéré. Les ovnis ont été étudiés durant une période très étendue et le grand public n'a pas été informé, totalement informé.
On lui a seulement livré quelques bribes, parcelles, des miettes. Dr B. Je sais que plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé ont disparu de certains programmes et n'ont plus été vues nulle part par la suite. Elles ont juste disparu. J'ai eu l'évidence de cela tout au long de ma carrière. Vous savez que ces personnes quittent un projet et disparaissent. Aussi pour me protéger de cela, je ne veux plus appartenir à un projet quelconque parce que je pourrais voir quelque chose d'étrange arriver. Beaucoup de gens ont disparu, vous savez. Lance Corporal Jonathan Wegan. US Marine Corps. Vous n'étiez pas supposé être là, vous n'êtes pas supposé voir ceci, vous allez devenir dangereux si nous vous laissons faire. Je pensais qu'ils allaient me tuer, réellement. Ils avaient un lieutenant-colonel de l'Air Force qui n'a pas donné son identité. Il m'a dit si nous vous déposons au milieu de la jungle, ils ne vous retrouveront jamais. Je n'ai pas voulu le tester pour savoir s'il irait jusque-là, aussi ai-je seulement répondu ouais. Il dit alors vous allez signer ces papiers? Vous n'avez jamais vu cela. Je n'existe pas et cette situation n'a jamais eu lieu. Et si vous en parlez à quiconque, vous serez porté disparu. Ils ont crié, hurlé et m'ont insulté. Vous n'avez rien vu? Gare à vous et à toute votre bon Dieu de famille. Ce fut comme cela pendant 8 à 9 heures. On va vous prendre en hélicoptère et avec un bon coup de pied au cul vous balancer dans la jungle et vous y laisser. Ces différentes agences sont totalement indépendantes. Elles n'obéissent pas à la loi. Ce sont des crapules. Si je pense que c'est un projet qui passe par le gouvernement et que chacun y a sa part? Non. Je pense que ces gars agissent d'eux-mêmes et que personne ne sait ce qu'ils font. C'est si facile à faire de nos jours. Et il n'y a ni erreur ni contrôle. Ils font juste ce qu'ils veulent. Une force mortelle a été utilisée. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je connais des tireurs d'élite des marines, j'ai entendu parler de cela par d'autres personnes, qui descendent dans la rue traquer quelqu'un pour l'abattre. Je sais que les tireurs de l'armée airborne font la même chose. Ils utilisent la Delta Force pour saisir quelqu'un et les réduisent au silence en les tuant. Résumé des actions recommandées au public, aux entreprises privées et aux responsables gouvernementaux. Recommandations d'action au public et à la presse. Le rôle de la presse dans cet effort de révélation est critique pour son succès et l'acceptation des faits par le public américain et les institutions universitaires d'une manière non agressive, intelligente et intéressante. Il devient évident à tout un chacun étudiant ce domaine que la presse américaine a joué un rôle important depuis la dernière moitié du siècle dernier en aidant à étendre la désinformation et en développant les vues du public sur les sujets extraterrestres, voir en son, The Missing Times, News Media Complicity in the UFO Cover-up 2001. La presse a souvent été un partenaire ignorant pour la diffusion de fausses informations ou de désinformation ou un partenaire reconnu dans le fait de refuser de rapporter des faits réels. Il est excessivement rare que des observations majeures soient rapportées au niveau national. Quand les rapports sont effectués, ils sont souvent relatés d'une façon minimisée, détournée, en ajoutant un facteur de rire bête souhaitant laisser l'audience confuse et renfermée. Les deux exceptions récentes ont été l'histoire Phoenix Lights dans USA Today de Richard Price et le compte-rendu de la comète française effectué par Leslie Keane. Des enquêtes sérieuses ont été effectuées pour la réalisation de ces deux articles qui ont été présentés d'une façon équilibrée et sans parti pris. Nous recommandons à la presse d'entreprendre les actions suivantes. Nous recommandons que les journalistes travaillant sur ce thème soient eux-mêmes familiarisés aux implications évidentes de ces faits. Il est évident pour nombre de personnes ayant travaillé sur le sujet extraterrestre qu'il est le thème majeur se présentant au monde aujourd'hui. Cette importance doit être transmise aux écrivains d'une manière sérieuse et responsable. Nous recommandons que ces organisations médiatiques assignent ces thèmes à des journalistes expérimentés, respectés et reconnus sur un plan national. Ces thèmes ne doivent plus être confinés dans des articles de remplissage et assignés à des équipes débutantes ou relégués à des programmes divertissants. Nous recommandons que les présents clichés portant sur ces thèmes,
qui sont peut-être destinés à les rendre de plus en plus stupides en utilisant un ton non sérieux et idiot, soient éliminés. Ceci inclut l'utilisation d'expressions de type les petits hommes verts et les techniques cinématographiques pour interviewer des personnes avec des angles de caméra, des lumières colorées, des générateurs de brouillard ou autres trucages du même genre. Toutes ces techniques, utilisées de manière satisfaisante depuis des décennies pour masquer l'importance de ces thèmes, doivent être éliminées afin que le public puisse croire au sérieux des reportages réalisés. Nous recommandons au public d'entreprendre les actions suivantes. Nous recommandons que le public s'ouvre l'esprit aux thèmes extraterrestres en étudiant avec prévenance les résultats eux-mêmes. Nous recommandons que le public, ayant d'abord reconnu les implications de cette révélation, encourage la presse et les offices publics afin qu'ils effectuent des enquêtes et des rapports sur celles-ci et de plus prendre part à un dialogue adressant une vue transformée des humains sur cette planète et leur place future dans une plus grande part en tant qu'êtres créateurs et intelligents. Nous recommandons que le public écrive au président de la République en lui demandant d'établir des ordonnances permettant aux témoins de se présenter sans risque, voir la section sur les recommandations d'action au président, et qu'il écrive à leurs sénateurs et représentants en leur demandant qu'ils supportent des réunions auxquelles des témoins pourront participer. Nous recommandons aux anciens membres de gouvernement, militaires ou anciens membres de compagnie ayant une certaine connaissance de ce sujet et une bonne volonté de devenir des témoins en contactant le Disclosure Project, afin de les aider à diffuser leurs connaissances au public d'une manière patriotique et honorable. Nous avons des mesures de protection en place pour la plupart des témoins que nous connaissons, et une grande marge de sûreté pour toutes les personnes concernées. Finalement, si la population dirige, les dirigeants suivront. Le courage, l'imagination et la persévérance sont nécessaires pour transformer cette situation et créer un temps de franchise et de confiance. Si nos dirigeants manquent actuellement de courage et de franchise, nous devons alors les manifester pour eux afin que finalement le public aide à conduire cet effort de révélation. Recommandations d'action congressionnelle. En considérant les incroyables importances et implications de ce sujet, le Congrès américain a joué un rôle non négligeable dans les 4 à 5 dernières décennies. Finalement, seulement 2 réunions officielles ont été organisées durant cette période. La première a été organisée par le House Armed Services Committee le 5 avril 1966 à cause d'une réaction et d'une critique forte du public au sujet du programme Air Force Project Blue Book UFO. Le représentant du Michigan Gerald Ford a été un grand supporter de cette réunion, en partie avec l'aboutissement d'une observation majeure qui s'est présentée en mars de cette même année dans son État et vue par des centaines de personnes et largement reportée dans la presse. Le résultat de ces débats a été la recommandation d'enquête scientifique indépendante à propos du sujet OVNI, devenue l'Université du Colorado Scientific Study of UFOs dirigée par le Dr Edward Condon. Ainsi en 1968, le House Science and Astronautics Committee a organisé le symposium on Unidentified Flying Objects pour examiner leur évidence scientifique. Sur les 6 scientifiques ayant déclaré quelque chose, 5 ont confirmé qu'il existait une anomalie scientifique sur laquelle il serait bon de travailler. En fait, un des scientifiques, le Dr James McDonald, un physicien important et professeur à l'Université d'Arizona, a conclu ceci: « Mon étude personnelle sur le problème extraterrestre m'a persuadé qu'il nous faut apporter une attention scientifique de plus en plus sérieuse sur cet extraordinaire puzzle intrigant. » Un an plus tard, le Condon Committee conclut qu'il n'y avait pas d'évidence scientifique convaincante au sujet des ovnis et recommanda que ce Project Blue Book soit terminé, ce qui est arrivé en cette même année le 17 décembre. Cette conclusion surprenante est survenue en dépit du fait que 30% des cas sur lesquels le comité avait enquêté furent demeurés inexpliqués. Dans les années 1990, le refus de l'Air Force de continuer à ne pas commenter la grandissante évidence d'un crash à proximité de Roswell, Nouveau-Mexique, ont mené le représentant Stephen Schiff à demander que le General Accounting Office conduise une recherche sur les documents portant sur ce sujet.
En 1995, le GAO a réalisé un rapport faisant état qu'il n'était pas possible de trouver de documents dans la base militaire de Roswell, car ils avaient été malencontreusement détruits. Alors au début d'avril 1997, l'organisation CST a organisé une réunion privée entre membres du Congrès américain et témoins civils dans l'espoir qu'un membre du Congrès aurait le courage d'organiser des débats sur ce sujet. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a eu le courage de demander de tels débats, pourtant même avec la déclaration de Gerald Ford en 1966, nous devons au public d'établir une crédibilité au regard du sujet extraterrestre qui est aussi vrai aujourd'hui qu'elle a été. Il est intéressant de noter que les membres du Sénat n'ont jamais organisé de débat sur ce sujet bien que des individus en privé aient signifié l'intérêt de ce sujet. Nous recommandons que le Congrès prenne les résolutions suivantes pour poursuivre cette affaire. Constituer des enquêtes dirigées vers les contacts et les présidents des House and Senate Intelligence Committees. Contacter les autres personnes connues au Congrès, qui ont la possibilité d'assister le contrôle de ces opérations. Poursuivre plus loin en organisant des débats congressionnels dans lesquels des témoins directs de ces projets pourraient témoigner. Nous croyons que plus d'un membre du Congrès devrait être désigné comme co-responsable de telles recherches. De créer une loi interdisant les armes dans l'espace et d'encourager nos alliés et les Nations Unies à faire de même. Notez qu'une fois que les issues portant sur la validité des serments et de l'amnistie de la sécurité nationale seront définies par les commandements congressionnels et ou présidentiels, des centaines de témoins potentiels ayant le souhait de témoigner sur la réalité des ovnis et des formes de vie extraterrestres se dévoileront, tout comme les implications pour l'avenir de notre pays. Ce n'est qu'à travers l'ouverture de débats congressionnels qu'une compréhension de la complexité de ces conclusions pourra être réalisée et que notre pays pourra avancer. À cause des interconnexions entre les sujets extraterrestres et les états énergétiques et technologiques mondiaux, il sera aussi nécessaire d'organiser des débats congressionnels sur ces solutions énergétiques, simplement comme une suite logique, mais avec un processus légèrement différent. Une fois que la réalité des solutions extraterrestres sera acceptée par le Congrès, nous recommandons alors d'enquêter d'une manière approfondie sur ces nouvelles technologies grâce à des sources civiles aussi bien qu'à des projets compartimentés entre l'armée, les services secrets et les compagnies privées en relation avec ces entités. D'autoriser la déclassification et la libéralisation de l'information conservée dans ces projets en relation avec ce sujet. De spécifiquement interdire le contrôle ou la suppression de telles technologies, d'accorder un financement réel pour les recherches fondamentales et le développement par des scientifiques et ingénieurs civils afin de rendre la recherche disponible au public et à la communauté scientifique, de développer des projets de distribution de telles technologies et de transition vers une économie sans utilisation de carburants fossiles. Ces projets devront en inclure d'autres, une planification militaire et de sécurité nationale, une planification et une préparation stratégique économique, un secteur privé de support et de coopération, une planification géopolitique, spécialement en ce qui concerne les pays de l'OPEP et les régions où l'économie est très dépendante des exportations et du prix du pétrole, une coopération et une sécurité internationale. Le Disclosure Project se tient prêt pour assister le Congrès partout où il sera possible de faciliter l'utilisation de telles sources d'énergie. Nous pouvons recommander un certain nombre de personnes pouvant être convoquées pour fournir des témoignages sur de telles technologies, aussi bien que des personnes possédant certaines informations au sujet de ces projets spéciaux non reconnus dans le cadre d'opérations gouvernementales secrètes qui ont déjà œuvré sur ces solutions. Recommandations d'action militaire. Depuis le début des années 1990, le directeur et des membres du Disclosure Project ont entendu différents militaires de haut rang incluant le chef du Intelligence Joint Staff, J2, le directeur de la Défense Intelligence Agency, le directeur de la Central Intelligence Agency, Wright Patterson, directeur du National Air Intelligence Center ainsi que d'autres personnalités. Il est devenu clair à leurs yeux durant ces réunions que les hauts fonctionnaires de l'État n'ont pas été informés de ces sujets. Ceci constitue une sérieuse menace pour la sécurité nationale et l'empressement militaire. Pour citer l'amiral Rasko Ienkoete.
J'encourage une action congressionnelle immédiate pour réduire les dangers du secret placé sur les sujets extraterrestres. Notez que ceci accentue les dangers de tels secrets, pas les dangers surgissant des sujets extraterrestres. Ian Côté, Rasco, Aliens from Space, Major Donald E. Keyes, 1975. Nous recommandons aux hauts fonctionnaires militaires et aux chefs de la sécurité nationale d'entreprendre les actions suivantes. Recevoir un rapport minutieux sur le sujet des témoins, chefs militaires et civils du Disclosure Project. Informer les commandeurs en chef et définir des règles spécifiques d'engagement au sujet des confrontations extraterrestres. D'enquêter d'une façon indépendante le sujet et de percer les projets spéciaux non reconnus en relation avec ce sujet. De devenir complètement impliqué dans les projets secrets en relation avec le sujet pour assurer que de tels projets soient supervisés d'une manière adéquate et qu'ils soient sous le contrôle direct et continu d'une chaîne constitutionnelle de commandement. Corriger et ou abandonner certains mauvais projets secrets à propos de systèmes technologiques avancés en relation avec les ovnis. Tenter un engagement pacifique et coopératif avec ces formes de vie en excluant réellement un engagement militaire violent. Reconsidérer prudemment le développement des objectifs militaires spatiaux à la lumière de l'information donnée ci-dessus et exclure des actions pouvant être considérées comme belliqueuses par des formes de vie extraterrestres. Recommandations d'action aux communautés scientifiques. Comme les observations du phénomène OVNI rapportées par des milliers de témoins sont validées, une nouvelle définition des modèles scientifiques sera nécessaire pour réussir à expliquer ce qui est observé. Les théories scientifiques du XXe siècle ont juste frôlé la surface en expliquant ce que ces nombreux témoins scientifiques, militaires et civils ont observé et rapporté. Toutefois, dans certains cas, des programmes secrets de recherche militaire paraissent avoir progressé plus en avant, en comprenant les phénomènes observés, que nos scientifiques privés et universitaires. De récentes découvertes, comme celui de la possibilité de se déplacer plus vite que la lumière ont suggéré qu'en effet il y aurait un type entièrement nouveau de phénomène scientifique que les chercheurs examineront pour expliquer ce qui a été déclaré impossible par les chercheurs du siècle dernier. Il persiste un problème d'acceptation majeur à propos des solutions extraterrestres avec la plupart des chercheurs scientifiques. Le Dr Peter Sturrock, un physicien hautement respecté dans les recherches sur le Soleil et aujourd'hui professeur émérite de l'Université de Stanford, résuma le problème comme ceci. La résolution définitive à l'énigme extraterrestre ne viendra pas à moins que et jusqu'à ce que le problème ne soit soumis à une étude scientifique ouverte et vaste par les procédures établies par la science. Ceci requiert un changement dans l'attitude première de la part des scientifiques et des fonctionnaires des universités. Une vue encourageante du Dr Sturrock sur le rôle des chercheurs et des journaux scientifiques est citée à la section 3.2.1. Cependant, aussi étonnant que cela puisse paraître aux profanes, les scientifiques ont souvent des problèmes pour changer leur compréhension des processus et du phénomène naturel quand ils sont placés face à l'évidence que leurs théories puissent ne pas être correctes. L'histoire de la science est remplie d'exemples de proclamations déclarées impossibles par des scientifiques et seulement démontrées bien plus tard après que les hypothèses de ces chercheurs soient déclarées elles-mêmes incorrectes. Cette tendance humaine ordinaire n'est certainement pas limitée au monde de la science. Par exemple, un bon nombre d'années après que les aéronefs des frères Wright aient été observés par des milliers de personnes, des articles populaires continuaient de proclamer le vol comme impossible. En outre, la plupart des recherches scientifiques aux États-Unis, spécialement dans les collèges et les universités, sont conduites par des confrères à travers les procédés observés pour la promotion et la titularisation aussi bien des bourses d'études que des publications de journaux. Outrepasser les points acceptables de la recherche est une chose toujours difficile à entreprendre pour les scientifiques, même s'ils sont établis dans une sphère scientifique plus conventionnellement acceptable. Par conséquent, la plus grande majorité des membres des universités ne sont pas disposés à prendre un tel risque, depuis qu'il est plus sûr de se cantonner dans les points de vue admis aujourd'hui.
Durant le dernier siècle, les scientifiques ont joué un rôle autant actif que passif, souvent sans le savoir, en développant des attitudes du public confiant sur le sujet extraterrestre à travers la divulgation de fausses informations et de désinformations. Depuis les années 1950, les scientifiques ont été utilisés pour persuader le public qu'il n'existait pas d'évidence scientifique sur le phénomène OVNI. De grands chercheurs continuent à jouer ce rôle aujourd'hui, comme l'a fait un des chefs du programme SETI qui donna lors d'une réunion publique à l'université d'Harvard qu'il n'y a pas d'évidence scientifique sur le sujet extraterrestre. Il existe plusieurs explications possibles à cette déclaration. Soit cette personne était ignorante de la profondeur de l'évidence de ce sujet, dans quel cas elle n'aurait pas pu qualifier sa déclaration comme officielle, ou elle savait que le sujet était réel, mais qu'il existait des motivations qui induiraient par inadvertance le public pour obtenir un plus grand support afin d'étendre les recherches de la SETI. Dans l'une ou l'autre des voies, les scientifiques doivent être plus honnêtes vis-à-vis du public, qui pour la plupart croit en eux et en leurs déclarations. En résumé, sans enquêtes et recherches, il ne peut être communiqué de déclarations sensées à propos du phénomène. Ceci a aussi été recommandé par une équipe de scientifiques dans le rapport Sturrock-Rockefeller et par des personnels scientifiques et militaires dans le rapport français Cometa. Nous recommandons aux scientifiques d'entreprendre les actions suivantes. Les scientifiques doivent ouvrir leurs esprits à la possibilité d'existence du phénomène extraterrestre et ne plus préjuger les personnes effectuant des recherches dans ce domaine. Ceci demandera à chacun d'effectuer ses propres recherches sur ce thème. Les scientifiques existent qui connaissent le thème extraterrestre, comme ceux qui ont participé au projet de recherche secret, et pourraient partager la réalité et leurs connaissances avec d'autres collègues scientifiques pour les amener à ce sujet plus rapidement. Beaucoup de choses seront difficiles à prendre en considération à cause des réputations et des issues financières. Les scientifiques universitaires devraient partager leurs connaissances avec leurs étudiants et le public, pour que la prochaine génération d'étudiants et les étudiants diplômés ouvrent une brèche dans la recherche afin d'expliquer de ce qui a été observé depuis plusieurs générations. Il est essentiel que les scientifiques participent à des projets visant la réalisation des énigmes extraterrestres et encouragent des enquêtes scientifiques pour les futurs étudiants diplômés et les jeunes scientifiques professionnels. Les scientifiques et directeurs qui dirigent les programmes fédéraux universitaires de recherche devraient mettre de côté un petit pourcentage de leur budget pour des recherches sur le sujet extraterrestre et aidant des projets à devenir légitimes. En fin de compte, les scientifiques devraient comprendre que ces avancées dans la science et la technologie qui pourraient apparaître grâce aux phénomènes extraterrestres auront des effets énormes pour l'avenir de l'humanité et de l'écologie de notre planète. Les opportunités d'une nouvelle brèche dans la recherche scientifique n'ont jamais été meilleures, tout comme l'opportunité de réécrire certains manuels. Recommandations d'action au président des États-Unis d'Amérique. Bien que des présidents aient depuis la Deuxième Guerre mondiale pris connaissance de la réalité des solutions extraterrestres, leurs connaissances et leurs capacités ont été limitées durant les dernières décennies. Il est temps pour le président de prendre part au processus de révélation de façon active, parce que lors de telles révélations importantes présentées sans appui présidentiel, le président pourrait être vu par le public américain et par le monde d'une façon dommageable. Si le président et la branche exécutive du gouvernement américain maintiennent qu'ils ne sont au courant de rien concernant un sujet de cette importance, la stature et la crédibilité du président pourraient être lésées d'une manière signifiante. Si le président et la branche exécutive du gouvernement américain maintiennent après de telles révélations qu'ils connaissaient le sujet et son incroyable signification nationale, mais qu'ils n'aient pas proposé la révélation, le président pourrait être accusé d'appuyer la mise au secret, même si cette accusation peut paraître injuste à la lumière des faits actuels montrant comment ce sujet a été maintenu secret. Une autre raison définissant qu'il incombe au président de déclencher le processus de révélation avec les étapes définies ci-dessous ou les options ci-dessus dommageables pourrait devenir un point de vue dominant. Nous recommandons d'entreprendre les actions suivantes au président des États-Unis.
Nous recommandons au président d'instaurer un décret libérant les témoins de leur obligation de témoigner sous le sceau du secret d'État, car même si c'est le cas, leurs témoignages peuvent très bien avoir été obtenus de manière illégale. Nous recommandons que le président convoque une commission indépendante, juste et ouverte pour enquêter sur ce sujet, sur les projets non reconnus à accès spéciaux, USAP, et sur les technologies qui sont actuellement élucidées et dont pourrait bénéficier toute l'humanité s'ils étaient librement publiés. Nous recommandons dans le même temps que le décret soutienne la déclassification des documents gouvernementaux en relation avec le sujet extraterrestre, un processus qui a déjà démarré avec le Freedom of Information Act, FOIA. Nous recommandons aussi, durant la progression de ces processus, que le président publie un décret prévoyant l'amnistie pour les membres et les personnels des groupes suspectés de contrôler les sujets extraterrestres, à condition que ces groupes coopèrent et n'interfèrent pas avec les processus en cours. Nous recommandons que le président présente lors d'une émission télévisée nationale ses solutions et le processus pour restaurer la confiance du public dans le gouvernement et les principes démocratiques. En définitive, nous recommandons de créer par décret un nouvel organisme de recherche scientifique chargé de développer les technologies secrètes qui pourront être utilisées pour résoudre nos problèmes énergétiques, et d'intégrer ces technologies au cadre normal de nos institutions courantes. Ces décrets utiliseraient totalement les pouvoirs de la présidence pour aider à clore certains projets sombres apparaissant être dirigés en dehors de la chaîne de commande constitutionnelle. Tandis que certains aspects des technologies extraterrestres, et d'autres choses, pourraient être accessibles totalement par ce processus de création de décret, il autorisera la révélation de témoignages clairs. Ceci devrait entamer un processus de neutralisation des présents efforts employés par les groupes secrets pour garder le président et la branche exécutive, le Congrès, la presse et les contribuables à l'écart de leurs investigations. Paul Rélier, né le 6 août 1923, est ancien vice-premier ministre du Canada et ancien ministre de la Défense. Ancien député du temps de Pierre Trudeau, il a rejoint les rangs de 3 organisations non gouvernementales pour demander au Parlement du Canada de tenir des audiences publiques sur l'exopolitique, ou politique concernant le sujet des extraterrestres. Cette allocution a eu un grand retentissement en raison de la position sociale de M. Rélier et des hautes responsabilités qu'il a occupées au sein du gouvernement canadien. Il nous semble important de noter les points suivants. 1. Le texte fait référence à une communication directe entre des humains, un contact de M. Wilbert Smith, et des extraterrestres. 2. Il mentionne l'existence d'une forme d'énergie non polluante qui pourrait remplacer les énergies fossiles. 3. Il fait allusion à des groupes d'humains ou d'extraterrestres qui aideraient le complexe militaro-industriel à assurer son hégémonie sur le monde. 4. Il fait référence à un « gouvernement de l'ombre » qui serait totalement en dehors des institutions officielles, et soupçonne que la prétendue démocratie américaine ne serait qu'un leurre. 5. Il prétend que des avions de chasse auraient été détruits au cours de missions d'interception d'OVNI. 6. Et sans doute le plus important, il mentionne l'existence d'une tentative de négociation initiée par les extraterrestres qui auraient proposé des solutions pacifiques, désarmement nucléaire, mais qui, malheureusement, auraient été repoussées par les militaires. Il ressort de l'allocution de M. Rélier du 19 avril 2008, que le complexe militaro-industriel américain s'est lancé dans des projets de militarisation de l'espace en vue de s'opposer, d'une façon ou d'une autre, aux extraterrestres actuellement présents dans notre système solaire. L'un de ces projets, selon M. Rélier, serait de construire une base militaire permanente sur la Lune. Il affirme que l'administration Bush a consenti finalement à laisser les militaires construire une base avancée sur la Lune, qui pourrait les mettre dans une meilleure position pour surveiller les allées et venues des visiteurs de l'espace, et tirer sur eux, s'ils le décident. Comme nous pouvons le constater, ce ne sont pas de minces allégations, et elles sont lourdes de conséquences pour tous les citoyens de notre planète. Selon lui, cette militarisation de l'espace pourrait même déclencher un conflit ouvert entre les terriens et les extraterrestres. Si ce que dit M. Rélier est vrai, nous devrions être inquiets sur l'avenir de notre civilisation.
Espérons en tout cas que si ce conflit éclate, les extraterrestres sauront faire la différence entre les militaires paranoïaques qui sont prêts à tout pour garder leur hégémonie sur le monde, et les simples citoyens qui seront pris en otages et seront, n'en doutons pas, sacrifiés sans le moindre remords. Wilbur Smith, 1910 à 1962. Nous savons que c'était un brillant scientifique canadien diplômé de l'Université de Colombie-Britannique, 1933, avec une licence en ingénierie électronique. Wilbur Smith était titulaire d'une maîtrise de sciences appliquées en 1934 dans la même université. Après ses études, il devint ingénieur en chef à la station radio Séjour à Vancouver. En 1939, il intégra le DOT, Department of Transport, qui est le département du transport fédéral du Canada. Par la suite, il fut engagé dans le service de surveillance d'ingénierie du Canada en temps de guerre. En 1947, il fut nommé responsable de l'établissement d'un réseau de stations de mesures ionosphériques, dont quelques-unes se trouvent dans des régions isolées du Nord. Smith s'intéressa à titre privé aux soucoupes volantes à la fin des années 1940. Au sein du ministère des Transports, qu'il intègre en 1939, il deviendra responsable, dans le futur département des communications, du développement de la radio, de l'attribution des fréquences aux radios et aux agences de renseignement. Ses responsabilités étaient importantes et touchaient à la sécurité nationale. Il dirigea Radio Ottawa, qui fut un centre d'interception des communications soviétiques. En septembre 1950, Smith assista à la North American Radio Broadcasting, NARB, à Washington, D.C. Il voulait profiter de cette conférence pour obtenir des précisions sur les ovnis. Après avoir rencontré Keyes, il recueillit des informations sensibles auprès du docteur Robert Sarbaché. Après sa rencontre avec Sarbaché, Smith rédigea un mémorandum classifié top secret. Ce rapport est daté du 21 novembre 1950. Smith adressa son mémorandum au sous-ministre C.P. Edward. Au printemps 1953, Smith obtint l'autorisation de créer une base de détection d'ovnis à Shirley Bay, près d'Ottawa. L'ouverture de celle-ci aurait même été officiellement annoncée par le ministre des Transports, Lionel Chevrier. Le peu que nous savons sur cette base indique qu'elle fonctionnait 24 heures sur 24. Elle abritait des appareils de détection sophistiqués qui scrutaient le ciel. Les instruments comprenaient un compteur à rayons gamma, un magnétomètre, un récepteur radio, pour détecter la présence de perturbations radio, et un gravimètre enregistreur. Le 8 août 1954, une anomalie fut détectée. Selon les propres termes de Smith, le gravimètre devint fou. Une importante déviation avait été enregistrée, et elle ne pouvait pas être expliquée par une interférence conventionnelle comme le passage d'un avion par exemple. Smith et ses collègues se précipitèrent dehors, mais ils ne trouvèrent qu'une épaisse couche nuageuse. Quoi qu'il y ait eu là-haut, cette mystérieuse présence fut cachée derrière les nuages. Le seul élément qui reste de cet incident est la déviation enregistrée sur le papier sous forme de graphique. Grâce au chercheur, Nick Balaska, de l'Université de York, une copie de la note et surtout des annexes écrites par Wilbur Smith, documents classés top secret, ont été récupérés dans les archives de l'Université d'Ottawa, août 2002. La découverte de Balaska confirme le contenu de ce qui avait été trouvé dans le Smith Memo, qui a été déclassifié par le gouvernement canadien en 1979, et y ajoute 2 nouvelles pages, les annexes. Cette note marque le début du mystérieux projet Magnet, dont le but était de rechercher le mode de propulsion des ovnis. Wilbur Smith a dirigé le projet Magnet jusqu'en août 1954. Voici un extrait de la note destinée au contrôleur des communications et datée du 21 novembre 1950, Ottawa, Ontario. Pendant qu'à Washington se tenait la conférence du NARB, 2 livres sortaient, Behind the Flying Saucer, de Frank Scaly, et l'autre, The Flying Saucer Real, de Donald Keyes.
Les 2 livres traitaient des apparitions d'objets non identifiés, et les 2 livres prétendaient que les objets volants avaient une origine extraterrestre et pouvaient bien être des vaisseaux de l'espace en provenance d'une autre planète. Scully prétendait que des études préliminaires sur une soucoupe qui était tombée entre les mains du gouvernement des États-Unis indiquaient qu'elle fonctionnait sur certains principes magnétiques jusqu'ici inconnus. Il m'a paru que notre propre travail dans le géomagnétisme pouvait bien être le lien entre notre technologie et la technologie par laquelle les soucoupes seraient conçues et actionnées. Si l'on suppose que nos recherches sur le géomagnétisme sont dans la bonne voie, la théorie du fonctionnement des soucoupes devient tout à fait claire, avec toutes les particularités observées et expliquées qualitativement et quantitativement. Je fis de discrètes enquêtes au travers du personnel de l'ambassade du Canada à Washington, ce qui me fournit l'occasion d'obtenir les informations suivantes. Point A. La classification du sujet OVNI est la plus haute de tout le gouvernement des États-Unis, plus haute même que la bombe H. Point B. Les soucoupes volantes existent. Point C. Leur modus operandi est inconnu, mais un effort particulier est en cours, par un petit groupe dirigé par le Dr Vannevar Bush. Point D. Le sujet en entier est considéré par les autorités des États-Unis comme étant d'une importance capitale. On saura seulement en 1990 que c'est le Dr Sarbaché qui avait été le contact américain de Smith à Washington lors de la conférence du NARB, et que c'est lui qui donna à Smith les informations sur les soucoupes volantes, qu'il communiqua ensuite à son gouvernement. Il est pourtant avéré que d'autres entités, très supérieurement intelligentes, sont parvenues à surmonter les modèles de difficultés qui nous entourent. Une coopération plus étroite avec ces êtres venus d'ailleurs nous permettra-t-elle d'annihiler les desseins de ces fous qui nous dirigent? Serions-nous sous surveillance d'organisations cosmologiques? Des entités externes interviendraient-elles en notre faveur ou en notre défaveur? Et surtout, comment interviendraient-elles? La prise de conscience des intelligences supérieures extérieures à notre planète devient-elle le seul et dernier rempart en face des programmes machiavéliques cachés du nouvel ordre mondial globalisateur? Il convient de savoir que des extraterrestres, présents sur notre planète, parmi d'autres, seraient en relation avec 74 autres variétés dans notre galaxie, tout en précisant qu'ils n'auraient eux-mêmes exploré que 0,01% de cette galaxie, soit un millième du volume réel. Serions-nous sous surveillance d'organisations cosmologiques? Des entités externes interviendraient-elles en notre faveur ou en notre défaveur? Et surtout, comment interviendraient-elles? Nous savons comment les abductés, ces personnes enlevées provisoirement par des entités biologiques extérieures, sont soumises aux interventions de ces EBE sans pouvoir s'y soustraire. Des sources bien implantées en Russie et bien informées prétendraient que la Fédération de Russie aurait signé un traité avec un certain groupe alien extraterrestre, et il se trouve que ce dernier est en conflit de longue date avec un certain groupe qui a apparemment conseillé et dirigé les décideurs politiques de la mafia khazare et qui leur ont servi d'agents pour prendre le contrôle du monde entier. Une partie de la mission qui leur est assignée est de faire avancer ce projet particulier des extraterrestres qui comprend le plan global du nouvel ordre mondial d'utiliser les guerres perpétuelles et l'extermination massive pour détruire et dépeupler radicalement le monde, afin de le préparer pour une nouvelle race artificielle hybride humaine destinée à coloniser la Terre sans les humains. La meilleure information disponible suggère que la mafia khazare est en principe dirigée et animée par les draconiens, une race absolument malfaisante de prédateurs cosmiques, qui sont de grands et puissants parasites cosmiques interdimensionnels humanoïdes. Le groupe alien avec lequel les Russes ont apparemment conclu un traité sont les Grands Blancs qui sont les ennemis héréditaires des draconiens et semblent avoir la motivation et la capacité de les vaincre. Pour l'heure, nous ne savons rien de leur projet à long terme, mais jusqu'ici ils semblent avoir équipé la Fédération de Russie de certains armements stupéfiants, particulièrement d'électronique de haute technologie qui est capable de mettre hors d'usage les systèmes électriques et électroniques de navires ou de porte-avions entiers ainsi que d'avions, et de systèmes de radars aériens et satellites. La Russie aurait apparemment eu le feu vert pour aller de l'avant et mettre en échec la mafia khazare et ses intermédiaires terroristes en Syrie et en Iran.
Au cours de la présidence de Ronald Reagan, un traité secret a été conclu entre les États-Unis, la Russie et les membres de l'OTAN selon lequel toutes les armes spatiales secrètes qui seraient développées ne seraient mises en œuvre que pour se défendre contre des extraterrestres hostiles et ne seraient pas utilisées comme armes de guerre. Tout comme pour le traité de non-prolifération nucléaire, la mafia khazare et Israël ne l'ont jamais signé. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la Fédération de Russie a maintenant été autorisée à mettre en échec la mafia khazare en Syrie et en Iran et de la détruire si elle ne se rend pas. Il y a un certain groupe de dirigeants des services secrets du monde entier qui fait partie d'un conseil Alianity OVNI, et nombre d'entre eux veulent voir la mafia khazare mise en échec et dépouillée de tout pouvoir, et participent à des opérations secrètes extrêmement sophistiquées se déroulant sans violence. Certaines des technologies les plus avancées et les plus performantes des Russes ne sont destinées qu'à défendre la Russie sans violence et sans attaquer d'autres nations. Cette technologie a déjà été transmise à des scientifiques en Syrie et en Irak et ne doit être utilisée que pour la défense et non de manière offensive. Neutraliser le contrôle mental omniprésent de la mafia khazare en mettant le public au courant de ces opérations constitue une part importante de ces interceptions. Sans le secret abject et le contrôle complet des grands groupes de multimédia et de l'Internet, la mafia khazare ne pourra maintenir son emprise maléfique sur le monde, et les jours de la mafia khazare sont maintenant comptés parce qu'elle ne pourra pas réaliser son objectif. À présent, ils vont échouer avec leur PTP, Partenariat Trans-Pacifique déjà signé, NDT, qui est une manière détournée de censurer et de restreindre l'Internet, en usant essentiellement d'interprétations déformées de la loi internationale sur les droits de reproduction, copyright, pour exclure tout site web alternatif d'information. Cela aussi est condamné à l'échec. Certains dirigeants haut placés du gouvernement secret américain, qui dirigent des programmes ultra-secrets non reconnus, ont conclu un accord de coopération avec les IT grands blancs et refuseront de laisser les complices au Pentagone de la machine terroriste israélo-américaine faire usage d'armes appartenant au programme spatial secret des États-Unis dans le conflit au Moyen-Orient. Et parce que les agents de la mafia khazare en Amérique ont utilisé des armes psychotroniques, pour propager un climat destiné à faire taire toute dissidence, un nouveau groupe émergent d'anciens et actuels dirigeants des services secrets travaille maintenant main dans la main pour desserrer l'emprise de la mafia khazare sur l'Amérique et ses politiciens. Si la population américaine apprend un jour que l'essentiel du Pentagone et de la CIA ont été infiltrés et pris en otage, en enfreignant les lois et la Constitution américaine, en toute illégalité, elle pourrait bien se mettre en colère et vouloir chasser et punir ces infiltrés. Certaines des armes de guerre spatiale secrètes de la Russie sont stupéfiantes par leur capacité. L'une d'entre elles a été testée sur un navire de guerre américain, l'USS Donald Cook en avril 2014. Lors de son survol par 2 chasseurs russes, l'alimentation électrique du navire a été coupée, mettant hors service tous les radars et les systèmes de défense AEJ. On a rapporté que les officiers commandants à bord ont été si bouleversés que certains ont résilié leur contrat et ont quitté la marine, avec le sentiment qu'ils ne pourraient plus défendre leurs propres navires et leurs équipages contre des armes aussi évoluées. De quoi disposent donc exactement les Russes en termes d'armement ultra sophistiqué? La liste est longue, mais cela comprend des torpilles supersoniques, qui tracent elles-mêmes leur chemin à travers la matière qui entoure leur sillage en utilisant un camouflage interdimensionnel. La Russie dispose de missiles qui, après leur lancement, se comportent comme s'ils étaient en essaim et utilisent des communications interdimensionnelles brouillées pour échapper à l'interception, avant de se regrouper et se rediriger sur la cible, en se déplaçant selon des configurations de vol étranges allant du vol en ligne droite à des spirales en passant par des demi-cercles, etc. Certains initiés pensent que les Russes disposent à présent de la capacité de générer des camouflages interdimensionnels pour certains de leurs avions et missiles furtifs, les rendant en grande partie indétectables en vol, et même de satellites espions camouflés. Étant donné que la Russie n'a jamais signé d'accord avec la mafia khazare de ne pas utiliser les armes de leur guerre spatiale secrète, elle est libre de les utiliser si la mafia khazare poursuit sa guerre contre la Syrie.
Et les initiés sont d'avis que les armes de la mafia khazare sont de loin inférieures à tout ce que la Fédération de Russie peut aligner et utiliser pour vaincre la mafia khazare au besoin, si elle persiste à encercler la Russie et à éliminer ses alliés au Moyen-Orient. Et il a été récemment révélé par l'ancienne membre de la Chambre des représentants Cynthia McKinney, une véritable héroïne américaine, que tout membre nouvellement élu au Congrès a droit à une visite de l'EIPAC, lobby pro-israélien, et doit signer un serment d'allégeance loyale pour placer la sécurité d'Israël au-dessus de celle des États-Unis, où il n'aura plus accès à des financements de campagne politique et en cas contraire, l'EIPAC fera ce qu'il faut pour qu'il ne soit plus réélu. Il est évident que tant que les membres du Congrès n'arrêteront pas de prêter serment, et d'obéir à ce serment illégal, inconstitutionnel, de trahison et de sédition, à Israël, les États-Unis ne seront rien de plus qu'une province et un serviteur de la RKM Israël. Les USA et le Vatican ont une peur bleue que la Russie dénonce, l'existence des ET et des ovnis, parce que si l'on présente réellement la réalité, notre vision du monde changera concernant l'histoire, les religions, le présent et le futur, et plusieurs scandales vont apparaître concernant les élites de ce monde qui font tout ce qu'elles peuvent pour dissimuler la vérité. Phil Schneider était un scientifique qui travaillait pour le gouvernement US sur des projets occultes de construction de bases souterraines de grande profondeur en faveur des protagonistes et instigateurs du nouvel ordre mondial. L'une des bases les plus connues est celle de Dulce au Nouveau-Mexique. Phil Schneider pensait travailler pour le gouvernement fédéral des USA pour un projet de constitution du nouvel ordre mondial lorsqu'il eut la surprise de constater que les promoteurs et instigateurs n'étaient autres que les ET, les Grands Gris, qui avaient obtenu le droit dès 1954 par le gouvernement US de procéder à des expériences sur des animaux et sur des humains, à condition qu'ils rendent compte régulièrement de leurs travaux auprès du gouvernement US. Un rapport étonnant du ministère des Affaires étrangères sur l'agenda du Premier ministre de Russie au Forum économique mondial de 2013 indique que la Russie va avertir le président des États-Unis que le temps était arrivé pour que le monde connaisse toute la vérité sur les extraterrestres, et que si les États-Unis ne participaient pas à l'annonce, le Kremlin allait le faire lui-même. Le forum est surtout connu pour sa réunion annuelle à Davos, une station montagnarde de Graubünden, dans la région orientale des Alpes en Suisse. La réunion rassemble environ 2500 dirigeants d'entreprises, des dirigeants politiques internationaux, des intellectuels sélectionnés et des journalistes afin de discuter des problèmes les plus pressants auxquels le monde fait face, y compris la santé et l'environnement. Les USA et l'UE ont décidé de s'attaquer à la Russie en février 2014, en plein Jeux olympiques de Sotchi, en fabriquant le coup d'État à Kiev et en enchaînant avec les sanctions qui perdurent jusqu'à ce jour. Quels sont les événements antérieurs qui s'étaient passés avant février 2014, outre ceux visés par les banksters mondialistes, de s'accaparer la Russie et ses richesses, et les révélations que les USA et le Vatican craignent que la Russie serait capable de révéler? Il s'agirait là de l'une des raisons pour lesquelles les USA et le Vatican, qui maintiennent volontairement dans le secret l'existence des ET et des ovnis, se seraient attaqués à la Russie pour les empêcher de faire la révélation sur l'existence des ET et des ovnis. Quelle est l'étendue des collaborations entre ce groupe du nouvel ordre mondial et les extraterrestres? Quels ont été les accords secrets? Ont-ils été respectés? Quelle vérité pourrait-elle émerger après autant d'années de mensonges et de camouflage? Une autre démarche? Parmi tous ces programmes, il y aurait une divulgation sur la réalité des entités biologiques extérieures à notre planète. Leur présentation pourrait se faire à partir de l'idée qu'elles ont pu être à l'origine de l'existence de l'espèce humaine. Certaines de ces entités seraient présentées comme des envahisseurs. D'autres seraient présentées comme les sauveurs de l'humanité, par l'avancée technologique supérieure qu'elles représentent et qu'elles seraient susceptibles de nous apporter. Cette accoutumance à la présence d'espèces extraterrestres sur notre sol aurait pour conséquence de nous faire occulter la réalité d'une matrice, dans laquelle l'espèce humaine aurait été enfermée dès son implantation sur Terre. Plusieurs scénarios de collapse prévoient une nécessaire guerre contre des extraterrestres qui envisageraient de nous coloniser. Un informateur de haut rang
Les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Allemagne et sans doute aussi d'autres pays comme la France, auraient différents programmes de recherche sur les objets volants non identifiés. Ils auraient eu des rencontres avec des espèces biologiques, extérieures à notre planète et d'aspects humanoïdes. Certaines de ces entités proviendraient de notre système solaire où elles se seraient implantées. Certaines nous ressembleraient tellement, qu'habillées comme nous, nous ne pourrions pas les remarquer parmi nous. Il y a d'autres espèces, d'aspect humanoïde, comme les gris, qui seraient rapidement identifiables. Ils sont petits, avec de longs bras, une grosse tête et de grands yeux, avec une peau d'un brun foncé. Chaque espèce est particulière avec des technologies et des spiritualités très divergentes. Certaines espèces auraient accepté de partager une partie de leur technologie, en échange de capture d'humains. La rétro-ingénierie aurait consisté à utiliser des éléments exploitables, d'abord pour l'industrie militaire, puis pour des avancées technologiques publiques. Actuellement, il ne serait plus possible de discerner les objets volants provenant de leurs technologies ou de celles produites par la nôtre. Les États-Unis et la Russie sont déjà parvenus à ce résultat, au cours des 60 dernières années. Ils en ont également profité pour se doter d'armements hyper puissants, inimaginables pour les populations, toujours laissées dans une incapacité de compréhension. Une variété, parmi les reptiliens, poserait d'énormes difficultés de contact, parce qu'ils seraient complètement indifférents au sort de l'espèce humaine et préféreraient s'en débarrasser. D'autres variétés, au contraire, préféreraient voir les habitants de la Terre rejoindre la spiritualité particulière des entités évoluées de notre galaxie. Les espèces biologiques qui résident actuellement sur les planètes Vénus, Mars et Saturne auraient approximativement notre morphologie, avec cependant des divergences biologiques. Leur niveau d'évolution spirituelle se situerait à plusieurs millions d'années d'avance de nos années terrestres, par rapport à notre niveau actuel d'évolution. Certaines de ces entités auraient un stade évolutif complètement incompréhensible pour nos facultés mentales. Toutefois, il apparaîtrait qu'un groupe nommé la Cabale détiendrait des informations très importantes sur les stratégies particulières de certaines entités biologiques extérieures. Cette organisation contrôle la totalité des moyens d'information de l'Occident et n'a pas l'intention de divulguer ses connaissances. Il semblerait même qu'il soit en entente avec la race de reptiliens cherchant à prendre le pouvoir sur l'espèce humaine terrestre. Des éléments ont été extraits de conférences de Paul Reylier, ancien ministre de la Défense et ancien premier vice-ministre du Canada, a notamment déclaré : il faut persuader les gouvernements de dire ce qu'ils savent. Certains d'entre nous pensent qu'ils en savent beaucoup, et cela pourrait suffire à sauver notre planète. Il appelle les gouvernements mondiaux à révéler ce qu'ils savent sur la technologie des extraterrestres afin d'enrayer les changements climatiques. Il affirme que les extraterrestres visitent la Terre depuis des milliers d'années et collaborent aujourd'hui avec le gouvernement américain. Il ajoute : il est paradoxal que les États-Unis puissent entreprendre des guerres monstrueusement chères en Irak et en Afghanistan, soi-disant pour apporter la démocratie à ces deux pays alors qu'elle-même ne peut légitimement prétendre à être appelée une démocratie quand des trillions de dollars sont consacrés à des projets sur lesquels le Congrès et le commandant en chef sont délibérément maintenus à l'écart. Qu'est-ce qui a été accompli en 60 ans d'activité fébrile par certains des esprits les plus instruits des États-Unis ? Est-ce que l'Amérique a développé des soucoupes volantes qui sont indiscernables de celles des visiteurs, comme certains le prétendent? Et si oui, que propose-t-il d'en faire? D'une façon encore plus critique, quels progrès ont été accomplis dans le développement des sources d'énergie non polluantes, susceptibles de remplacer les combustibles fossiles et d'éviter, ainsi, à la planète de devenir impropre à la vie? Qui a les réponses? Quelques-uns, mais apparemment ils n'en ont rien dit, ni au secrétaire de la Défense, ni au président, parce que ceux-ci n'ont pas besoin de savoir. Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché.
Au format A4, en collection luxe, tout en couleur et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo Livre Amazon dans la page d'accueil de notre site internet. Lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre.